Chapitre 2. Lyon. Le 14 juin 1964. Je tâtonnais des pieds pour chercher mes chaussons. La sonnerie venait de retentir mais ne trouvais que ceux de Nathan. Je me forçais à entrouvrir les yeux en ouvrant la pour lumière, vérifier l'heure sur mon réveil. Un jazz forçant d'éviter de faire le moindre bruit. Le tout premier de la marche. Je traversais lentement la chambre de Nathan, à pas feutrés, pour gagner la salle de bain. Encore engourdi de sommeil, je glissais mes mains sous l'oreiller, en savourait la douceur et inspirais une dernière fois l'air tiède sous la couette enveloppante. Je pris une douche en grelottant car l'eau alternait le chaud et le froid, et saisi par la fraîcheur de la chambre, réprimé un notre chauffe-eau rendait l'âme depuis des semaines à côté de moi, mais je n'arrivais pas à obtenir du propriétaire qu'il le fasse réparer. Nathan dormait toujours profondément, un vieux radin, et j'eus envie de me lever en son porche dès que je m'adressais à lui. Il peut dormir 15 minutes de me sécher dans mon peignoir bien moelleux, et je m'enfilais des vêtements hors du lit qui sentent bon la lessive et désactiver le deuxième réveil. La cafetière fumante crachotait dans 5 minutes plus tard Nathan me rejoignit d'humeur maussade, un bon vieux réveil mécanique, chaussons, pas prêt de me faire défaut. Je ne voulais pas te réveiller en cherchant les miens. Si tu les mettais toujours à la même place, tu les retrouverais sans chercher, maugréa-t-il. Son reproche était injuste, et je le ressentis comme tel. Pour Nathan, le rangement des objets devait répondre à une logique bien établie, et y déroger signifiait presque un manque d'intelligence. Nous habitions un 2 pièces en haut de la colline de la Croix-Rousse, dans un ancien atelier de canut, transformé en appartement, comme ce fut souvent le cas après la faillite progressive des tisserands de soie lyonnais. Étroit et haut, avec la chambre en mezzanine, il séduisait nos amis par sa configuration originale, mais était impossible à chauffer l'hiver. Peu rationnel, disait Nathan. Je partis au travail plus tôt que d'habitude, et dans la rue, je fus surprise de la fraîcheur de l'air pour un jour de juin. Nathan rejoindrait le bateau en fin de matinée. Encore étudiant, il préparait une thèse de doctorat en sciences et technologies des arts, le genre de diplôme qui vous permet un haut niveau d'employabilité. Je l'avais embauché comme serveur à temps partiel sans rien dire à personne de notre relation intime, mais juste après je l'avais regretté. Ce piston, doublé d'un manque de transparence, pouvait m'être reproché et même me coûter cher. Du coup, je vivais dans la peur d'être dénoncé, dans l'angoisse d'être accusé. Certes, lui ne vendrait jamais la mèche, c'était un taiseux, un intellectuel qui tourne 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Mais j'avais peur d'être vue avec lui. Quand nous sortions en ville le soir de repos, nous évitions le quartier du bateau, ainsi que les lieux de vie des salariés, que j'avais pris soin d'identifier. Je ne laissais jamais Nathan me prendre par la taille, ni me serrer la main en public. La simple perspective d'être vue en sa compagnie, en dehors des heures de travail, me terrifiait. Toute notre vie personnelle était affectée par son embauche que je regrettais amèrement. Comme chaque matin, je pris la ficelle de la rue Terme, le funiculaire reliant la Croix-Rousse au vieux quartier situé en bas de la colline. J'arrivais en général au bateau en milieu de matinée, mais ce jour-là, j'avais rendez-vous de bonne heure sur place avec l'assureur pour renégocier les contrats. J'avais été recrutée quelques mois plus tôt comme simple commercial pour développer l'activité événementielle, les mariages, les cocktails, etc. Je devais prendre contact avec les entreprises locales susceptibles de vouloir organiser à bord des réunions festives. 15 jours après ma prise de fonction, la chance du débutant me fit décrocher coup sur coup 2 beaux contrats tombés du ciel sans que j'y sois pour grand-chose. Mais cela impressionna tellement le propriétaire du bateau qu'il me nomma directrice à ma grande surprise. Je n'y étais pas du tout préparée et n'avais franchement pas le profil. Il faut dire qu'il manquait de moyens pour recruter quelqu'un d'expérimenté. Le bateau était déficitaire et le découvert bancaire se creusait de jour en jour. Évidemment, une telle promotion ne se refuse pas. Je la voyais comme une chance pour ma vie, une opportunité rare, mais aussi un immense défi à relever pour moi qui n'était pas formé pour tenir un poste de direction, ni spontanément à l'aise dans ce rôle vis-à-vis du reste de l'équipe. Bien au contraire, je manquais cruellement de confiance en moi, et mes relations aux autres étaient compliquées.
Mon choix initial d'une profession commerciale tenait plus de la thérapie que de l'exploitation d'un talent naturel. Un clochard entra dans le funiculaire et, après un petit discours de circonstance, passa entre les passagers une casquette retournée à la main. Quelque chose me disait qu'il n'avait pas l'air malheureux. J'étais persuadée qu'il mentait, qu'il simulait sa misère. Et puis, il était jeune, sans infirmité. Les supermarchés installés depuis peu à Lyon peinaient à recruter des gars pour l'étiquetage et la mise en rayon. Il y avait du travail pour ceux qui en voulaient. J'avais un petit salaire et il était pour moi hors de question de donner un fainéant. Je ne le quittais pas des yeux, tandis qu'il passait de voyageur en voyageur, accompagné par le bruit de roulement du funiculaire. Et peu à peu, je sentis une peur diffuse monter en moi alors qu'il se rapprochait. « Vous avez une pièce pour moi ?» Il avait plongé son regard sombre dans mes yeux et tendit la casquette d'un geste insistant. Je me dépêchai d'ouvrir mon porte-monnaie pour lui tendre un demi-franc, de crainte qu'il ne m'agressât si je refusais. Une fois sorti à l'air libre, je pressai le pas. Il me fallut une quinzaine de minutes pour rejoindre à pied le bateau à Marais sur le quai de la Saône, sur la presqu'île, cœur historique de Lyon. Un emplacement de choix, entre la passerelle du palais de justice et le pont Bonaparte, emplacement qu'il ne quittait que pour les déjeuners et dîners croisières. Le point d'amarrage étant situé en contrebas du quai des Célestins, on n'entendait guère les voitures. Le soir, on jouissait d'une vue fabuleuse sur les lumières du vieux Lyon et la basilique de Fourvière, de l'autre côté de la rivière. Le Pygmalion était un vieux bateau qui avait besoin d'être rafraîchi. Sa belle coque verte bouteille s'écaillait par endroits. Dans le prolongement de la salle de restaurant vitré, la portion de pont aménagée en terrasse aurait gagné à recevoir un bon coup de vernis sur les lames du plancher en bois rouge, rayées et délavées. La salle elle-même demandait à être faite, redécorée. Les cloisons de boiserie sombre auraient pu être éclaircies ou même peintes. Lors de mon entretien de recrutement, le propriétaire avait partagé avec enthousiasme ses idées de rénovation, mais depuis plus rien. C'était dommage, car le bateau avait du charme, le charme de l'ancien, qui a besoin d'être restauré pour passer du vieillot au vintage. À peine la passerelle chancelante franchie, je tombais sur l'homme à tout faire qui s'occupait des innombrables petites réparations quotidiennes. Il était agenouillé devant le coffre à gilet de sauvetage. « Bonjour Bobby. »« Bonjour Sibylle. Il y a un monsieur qui t'attend là-bas, dit-il, en désignant du menton un petit homme au complet veston bleu, canard accoudé au bastingage. À cette époque, il n'était guère d'usage d'appeler sa directrice par son prénom et encore moins de la tutoyer, ce que tous mes collaborateurs faisaient pourtant allègrement. Mais j'avais commencé en étant leur collègue et les habitudes sont tenaces. Je soupçonnais cependant certains de le faire exprès pour me compliquer la tâche dans ma vaine tentative d'asseoir mon autorité. Mais ce n'était pas le cas de Bobby, un brave gars qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'était un grand brun de 40 ans, avec une grosse tête et un regard bovin, les traits légèrement bouffis par l'alcool et la consommation immodérée de chips. Il souffrait du mal de mer et avait découvert que les chips étaient pour lui un bon antidote. Tout le monde le savait porter sur la bouteille, ou plutôt les bouteilles, qu'il cachait maladroitement un peu partout. On le laissait faire car il n'embêtait personne. Mais il faut croire que l'alcool avait fini par ramollir son cerveau, car il passait pour un simplet, comprenant tout de travers. Je le soupçonnais de cultiver cette réputation pour qu'on lui fiche la paix. C'était un béni-oui-oui dont on obtenait rarement ce qu'on voulait. « Tu changes la serrure du coffre ?» Je lui avais demandé à plusieurs reprises de réparer celle des toilettes clients, qui fermait mal, en vain. « Ouais, elle accroche un peu. »« Ah bon ?» Je me fichais pas mal que la serrure du coffre à gilet accroche un peu, mais je ne voulus pas le sermonner. Pas envie qu'il me trouve injuste, et encore moins qu'au bout du compte, lassé des reproches de la hiérarchie, il nous quitte. Ce type savait tout l'historique du bateau, dont il connaissait chaque rouage par cœur. Irremplaçable. Le perdre serait une catastrophe. « Tu penseras à celle des toilettes ?»« Ouais, j'y pense, dit-il comme chaque fois que je lui posais la question. Pourtant, je savais bien que rien ne bougerait. Il semblait sans cesse actif, à brasser du vent. Il s'affairait toujours à s'occuper de ce qui était le moins important et le moins urgent.
Je serrai la main de l'assureur en complet bleu. « Je suis à vous dans 5 minutes, dis-je. Le temps de faire le tour de l'équipe pour saluer chacun, je me dépêche. J'ai tout mon temps. La porte de ma cabine était ouverte et l'on entendait Charles, le propriétaire, parler au téléphone. Il faisait tous les jours une apparition sur le bateau, restait 1 heure ou 2 dans son bureau, ou parfois le mien, le seul équipé d'un téléphone. Puis repartait vaquer à ses occupations en ville. Je passai la tête pour le saluer d'un geste de la main. « Je vous assure, disait-il à son interlocuteur, j'ai remis le dossier de financement il y a 15 jours au directeur de la banque. Il m'avait promis une réponse dans la semaine. » Cheveux argentés, teint hâlé et regard charmeur. Vêtu élégamment, de vêtements un peu élimés, Charles avait la soixantaine joyeuse. Cadet d'une famille d'aristocrates lyonnais pure souche, il s'était retrouvé propriétaire du bateau à la mort de ses parents et l'avait transformé en restaurant. Lui n'avait guère travaillé dans sa vie jusque-là, mais parvenu au bout de l'héritage, il comptait sur le bateau pour lui fournir de quoi vivre. C'était mal parti. Et Charles espérait que je parviendrais à relancer l'activité en perte de vitesse et à combler les trous de la caisse qui ne pouvaient refluer. C'était quelqu'un de courtois qui s'efforçait de sourire pour cacher aux autres et à lui-même le stress inhérent à sa situation. Je poursuivis mon tour du bateau en me pressant. Catel m'aperçut de loin et fondit sur moi avec une assurance qui me procura, comme chaque fois, une pointe d'appréhension. La trentaine, grande et mince, cheveux décolorés en blond, très consciente d'avoir un corps bien fait et sachant le mettre en valeur, cette jeune arriviste était la chef de salle du restaurant. Elle avait sous ses ordres toute l'équipe de serveurs qu'elle animait avec professionnalisme. Je m'en serais réjoui si je ne la soupçonnais pas fortement de vouloir prendre ma place. Elle avait été recrutée, peu après moi, par un Charles palpitant de désir devant son sex appeal. Il lui avait survendu le poste en lui promettant monts et merveilles, notamment un bateau refait à neuf, en version grand luxe. Elle ne supportait pas que j'aie été nommée directrice sans avoir plus de diplôme ni de compétences qu'elle. Elle me faisait sentir en permanence que je n'étais pas à ma place, ne faisant qu'accentuer mes propres doutes. « As-tu pensé, me dit-elle d'un ton autoritaire, à demander à Marco de cesser de hurler dans le micro quand il annonce le départ ? » Je vais le faire. Ça fait chaque fois sursauter les passagers, alors qu'on est censé leur offrir un moment de détente. Marco, le pilote du bateau, était un ours mal léché d'une 60aine d'années, à la virilité désagréable. Il m'intimidait et j'étais persuadée que Catel l'avait remarqué. Elle me poussait régulièrement dans ses griffes pour obtenir telle ou telle chose de lui, tout en sachant que je n'y parviendrais pas. Elle avait l'intelligence de formuler des demandes légitimes auxquelles je ne pouvais me soustraire. Démontrer mon incompétence était son passe-temps favori. « Autre chose, ajouta-t-elle, il va falloir que tu prennes une décision concernant Nathan. On ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça avec cet amateur. » Je tentais de paraître détachée. Elle savait pertinemment qu'il était ma recrue, même si, Dieu soit loué, elle ignorait tout de notre relation intime. Il n'était certes pas le meilleur serveur, mais pas non plus le pire. Mais là encore, acter l'insuffisance de Nathan, c'était mettre en évidence la mienne. « Excuse-moi, je dois y aller, je suis attendue, dis-je en désignant l'assureur, que je surpris en train de mater ses fesses. Je m'éloignai en me maudissant. Pourquoi m'étais-je excusée ? Et pourquoi m'étais-je justifiée ? Je ne pouvais m'empêcher de la détester, et mon ressentiment était accentué par la jalousie qu'elle suscitait en moi. J'enviais sa personnalité confiante et affirmée, alors que la mienne était faite de doutes, de craintes et d'hésitations. Notre différence sur ce plan me rappelait régulièrement un épisode douloureux de mon adolescence. J'avais invité une camarade de lycée à la maison, et après son départ, mon père s'était épanché en éloge à son égard. Quelle forte personnalité, avait-il dit d'un ton admiratif. Cela m'avait attristé au plus haut point. Qu'avais fait-je, moi, pour ne pas recevoir une telle personnalité ? Je continuai mon tour du bateau, au pas de charge, laissant ma main courir sur la rampe du bastingage que les couches successives de peinture blanche sur l'acier rouillé avaient rendue rugueuse. La petite salle de pause du personnel était déserte.
une montagne de tasses à café sales et s'amoncelait dans l'évier, ce qui m'agaça prodigieusement comme tous les jours. Pourquoi ne les lavait-il pas après chaque usage? C'était pourtant simple. Je mourais d'envie de taper du poing sur la table et de râler un bon coup, mais bon, il valait mieux ne pas braquer tout le monde. Il m'aurait été facile d'identifier chaque coupable, puisque les tasses étaient personnelles, chacune avec un motif différent. Mais je n'avais pas envie de jouer aux flics. À l'intérieur de la salle de restaurant, aux cloisons de bois sombres, constellées de vitres, je saluai une serveuse qui dressait déjà les tables du déjeuner. Les nappes blanches donnaient un semblant de standing tout en cachant les plateaux élimés. Jeff, le barman, qui m'était directement rattaché, un blond fluet, nerveux comme une puce, mais optimiste invétéré, astiquait au son d'un air de reggae, les cuivres rutillant du bar sur lequel l'ardoise du jour indiquait « Café aussi frappé que ton patron ». « Bonjour Jeff !»« Salut Sibylle !»« Je ne suis pas sûre que ton ardoise fasse vraiment rire les clients, tu sais. »« Sibylle, te fais pas de bile. » Si Jeff était plutôt doué pour mettre les clients du bar à l'aise et leur donner envie de consommer, il avait surtout un talent particulier pour l'humour bas de gamme, dont le principal effet était de ternir l'image de l'établissement. Il manquait aussi de rigueur dans la tenue du bar, laissant souvent les verres sales traîner sur le comptoir et tardant à prendre les commandes quand il se laissait absorber dans la narration de ses blagues de mauvais goût. Je n'arrivais pas à obtenir une amélioration de sa part. Chaque fois que je prenais mon courage à deux mains pour aborder la question, il se défendait en me bombardant d'arguments pseudo-rationnels auxquels j'étais incapable de répondre dans l'instant. Les réponses me venant toujours à retardement, une fois retourné dans mon bureau. Il avait autant le sens de la répartie que j'en étais dépourvu. Je poussai la porte de la cuisine et trouvai Rodrigue en train de découper de la viande dans un nuage de vapeur au parfum d'aromates et d'oignons frits. « Bonjour Rodrigue !»« Bonjour Sibylle !» La quarantaine, cheveux noirs un peu en bataille, des yeux de cocker et la bedaine de rigueur, le cuisinier en chef était un homme étonnamment sensible, qui semblait parfois submergé par ses émotions. Très doué pour les associations originales de saveurs, il avait tendance à perdre toute notion du temps pour se laisser aller à la création. C'est alors tout le service qui pouvait se retrouver fortement décalé. Et comme il était particulièrement susceptible, je ne pouvais rien lui dire, car il se vexait profondément à la moindre remarque. Même en mettant un tact infini à l'expression subtile de ma légère préoccupation pour le service, je voyais son visage se rembrumir aussi intensément que si je lui avais annoncé son exécution prochaine sous la guillotine. Rodrigue se refermait alors comme un artiste incompris et rejeté, et, la mine défaite, me reprochait amèrement de le trouver nul. Il perdait alors encore en efficacité, car la production devenait pour lui très secondaire, comparée au drame relationnel qu'il était en train de vivre. L'autre difficulté que je rencontrais avec lui touchait aux noms dont il baptisait ses menus, des noms certes poétiques, mais ni descriptifs ni vendeurs. Tristesse du lundi suivait parfois un dimanche de pluie. Les noms de plats ne valaient guère mieux. Le gratin chagrin pouvait accompagner un aioli mélancolie. Le pire émergeait lors des repas de mariage, lorsque le bonheur des mariés le renvoyait immanquablement à sa douleur de divorcé abandonné. J'avais une fois pris mon courage à deux mains pour lui suggérer de changer le nom de l'entrée. Douce illusion. « Tu ne peux pas trouver quelque chose de plus gai ?» lui avais-je dit. « Je ne vois pas en quoi c'est triste. Quand on ajoute en dessert le marbré au chocolat noir miroir. Mets-toi à leur place. C'est leur mariage. Ils veulent être heureux, joyeux. Qu'est-ce que t'attends? Vos maringos à gogo ?» Il avait haussé les épaules
avant d'ajouter quelque chose signifiant que le bonheur se trouvait plus dans la profondeur de la mélancolie que dans la superficialité du ricanement. Il s'était ensuite muré dans un mutisme insondable, m'obligeant à quitter les lieux. Je n'avais plus jamais osé revenir sur le sujet. À présent, il affichait une bonne humeur que je ne pouvais qu'encourager. « Ça sent bon aujourd'hui, ça a l'air délicieux ce que tu prépares aujourd'hui, » dis-je pour aiguiser sa motivation. Il fronça ses épais sourcils noirs et me lança un regard sincèrement blessé. « C'était pas bon hier ? » ?»« Si, parfait, je t'assure. » Je m'échappais dans la salle. Même les compliments se retournaient invariablement contre moi. C'était sans espoir et chaque jour, je manquais une occasion de me taire. Pourtant, son authenticité me fascinait. Il ne cherchait jamais à masquer ses sentiments, tandis que je me sentais pour ma part obligée de redoubler d'efforts pour m'adapter à chacun. « Bonjour Corentin. Bonjour Madame Shirton. » Serveur à temps complet, Corentin, taille moyenne, petits yeux bruns, cheveux châtains avec des pattes assez longues pour soigneusement taillées, était le seul membre de l'équipe à me vouvoyer. Il faut dire qu'il attachait une attention particulière au respect des usages et des conventions. À 30 ans, à peine, ce Breton, exilé à Lyon, était un perfectionniste d'enfer. Mais il appliquait surtout cette obsession à des critères essentiellement visuels tels que le pliage des serviettes ou l'emplacement des couverts, et non à la rapidité du service. C'était plus fort que lui. Même pendant les coups de bourre, il ne pouvait s'empêcher de rectifier la position d'une fourchette en passant devant une table dressée. Fort heureusement, je n'avais pas à m'en occuper. La charge incombait à Catel, la chef de salle. Je finis le tour des salutations matinales par Marco, le pilote, si l'on pouvait dénommer ainsi cette espèce de rhinocéros responsable de la navigation du bateau et de l'entretien de sa mécanique. C'est peu dire qu'il n'était jamais souriant. En vérité, ce grand costaud, brun, à moustache, donnait l'impression d'être toujours en colère, même quand les choses allaient bien. Les sourcils éternellement froncés, sur des yeux sombres et luisants, il semblait en permanence prêt à mordre. En gravissant l'escalier étroit et raide qui menait à la cabine de pilotage, j'avais le sentiment de perdre un peu de mon énergie à chaque marche, alors que c'était au contraire en me montrant forte qu'il me respecterait, je le savais bien. Mais peut-on vraiment simuler la force face à celui qui la possède naturellement ? Il était assis aux commandes, derrière les vitres un peu rayées de la cabine, le teint rouge, les manches de chemise relevées sur ses gros bras poilus. « Bonjour Marco !» Il se retourna et fit un bref signe de tête. Pris en étau entre ma peur du personnage et la pression dangereuse de Catel, je rassemblai mon courage. « Écoute, ne le prends pas mal, mais j'aimerais que tu parles plus doucement dans le micro quand tu annonces le départ du quai. Tu cries très fort, tu sais. »« Que ça peut vous foutre !» dit-il de sa grosse voix rocailleuse. « C'est juste que ça heurte un peu les oreilles des clients, tu vois. Pauvre chérie ! Tu pourrais juste prendre une voix un peu plus douce, et ça serait parfait. Je suis pas une piquerine. » J'ignorais quel en serait l'effet, mais j'avais passé le message. Soulagé et plutôt fier de moi, je filai rejoindre l'assureur en complet bleu canard et le fis entrer dans mon bureau, que Charles avait libéré entre-temps pour réintégrer le sien. Avec sa moquette d'un verre anglais et ses cloisons en boiserie sombre, il me donnait parfois le sentiment d'évoluer dans un roman d'Agatha Christie. Mort sur le Nil, par exemple, luxe en moins. La matinée ne fut pas de trop pour étudier point par point le nouveau contrat que je voulais mettre en place pour le bateau. On n'est jamais trop protégé et l'ancien contrat comportait des lacunes non négligeables. J'avais rendez-vous avec un de ses confrères l'après-midi pour comparer. Le mieux disant l'emporterait. À 17h, je reçus un jeune couple à la recherche d'une salle pour fêter leur mariage, mais je ne réussis pas à leur donner envie de concrétiser. En fin d'après-midi, je relançai quelques entreprises intéressées par l'organisation de déjeuners annuels à bord, mais ce n'était pas mon jour de chance.
Toutes déclinèrent mes propositions. À chaque échec, le constat était le même. J'avais le sentiment de m'y être mal prise alors que je savais pourtant ce qu'il fallait faire. Mais dans l'instant, quelque chose me retenait de m'exprimer et d'agir comme je l'aurais souhaité. Je ressentais une certaine gêne, comme si je n'étais pas vraiment légitime, pas tout à fait à ma place dans ce que je faisais. En fin d'après-midi, je fis une pause et allai me servir un café dans la petite salle du personnel. L'évier était toujours envahi d'un monticule de tasses sales empilées en vrac, ce qui me contraria une fois de plus. Pendant que le café chauffait, je vidai le contenu de la boîte à paroles, une petite urne en bois que Bobby avait fabriquée à ma demande quelques semaines plus tôt. J'avais invité chacun à y glisser, quand il le souhaitait, un petit mot anonyme à mon attention, un commentaire sur mon mode de direction. Mon idée avait été de libérer la parole de chacun pour obtenir un retour qui me permettrait de mieux comprendre comment améliorer mon style de management. Je pensais aussi pouvoir percevoir ainsi d'éventuelles tensions avant qu'elles ne deviennent problématiques. J'obtenais de tout, des choses sans intérêt et parfois contradictoires, des remarques pertinentes, des reproches, des conseils bons, parfois stupides, et aussi quelques paroles dérangeantes parce que visant juste là où ça fait mal. Le petit cadenas rouge cliqueta en s'ouvrant. Les messages du jour étaient au nombre de 3. J'avais déjà connu des moissons plus fructueuses. Fais-nous un peu plus confiance. Si t'es trop gentil, t'obtiendras rien. Un peu parano, non? Je trouvais le qualificatif de parano injuste. J'étais certes tellement prévoyante que j'en étais sans doute trop méfiante, mais en aucun cas paranoïaque. En fin de journée, Charles m'appela dans son bureau. Quand je m'y rendis, je fus surprise de le voir se lever pour refermer la porte derrière moi. « Asseyez-vous, je vous en prie, dit-il. J'obtempérai en silence. Le vrombissement d'une vedette passant à côté du bateau s'accompagna du roulis déclenché par les vagues. Il refit le tour du bureau pour s'asseoir en face de moi. « Une cigarette ?» proposa-t-il en me tendant son paquet. « Merci, dis-je en secouant la tête. Il en prit une, l'alluma avec un vieux briquet doré, tira une bouffée, et en gentleman prit soin de rejeter la fumée sur le côté et non dans ma direction. Cela va faire 3 mois que vous avez rejoint le bateau. J'acquissai en souriant. Votre période d'essai prendra fin la semaine prochaine. Oui, sans doute. Il reprit une nouvelle bouffée, qu'il garda un moment avant de souffler. Je préfère jouer franc jeu avec vous. Je ne veux pas vous prendre en traite. Je n'ai pas encore pris de décision, mais je ne suis pas certain de vous garder. Je reçus le message comme une gifle. J'en eus le souffle coupé et ne sus pas quoi répondre. Malgré les difficultés rencontrées au quotidien, je n'avais jamais imaginé perdre mon emploi, me faire virer. J'en restais figé sur mon fauteuil, ne quittant pas mon patron des yeux. Lui-même n'avait pas l'air très à l'aise. La situation financière est préoccupante, dit-il. J'ai eu espoir que vous relanciez l'activité, mais ce n'est pas le cas. On continue d'accumuler des pertes. Le comptable tire le signal d'alarme toutes les semaines, sans parler de la banque. On ne va pas tenir longtemps, il y a urgence. J'avalais ma salive. Le marché est difficile, les clients ne se décident pas. Je sens que ça va se débloquer, mais il faut du temps. Il acquiesça pensivement pendant quelques instants. Il vous reste 10 jours pour faire vos preuves et obtenir des résultats, dit-il d'un ton vraiment gentil. J'aimerais pouvoir vous donner plus de temps, mais c'est malheureusement impossible. J'avais l'impression que tout un pan de ma vie s'apprêtait à chanceler, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne savais plus quoi dire. Il avait l'air aussi désolé que moi, ce qui ajoutait encore à mon sentiment d'échec. Je fais de mon mieux, dis-je. J'en suis convaincue. Je sentis mes yeux s'embuer, mais je ne voulais surtout pas me mettre à pleurer.
Je crois, ajouta-t-il, que vous ne vous y prenez pas comme il faut. Et puis, vous ne vous concentrez peut-être pas sur l'essentiel. Regardez, rien qu'aujourd'hui, vous avez quasiment passé la journée avec les assureurs. Franchement, vous ne croyez pas qu'il y a plus urgent en ce moment? Le reproche me sembla en partie injuste. Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir? Je ne répondis pas. En fait, je me demande si vous avez la personnalité qu'il faut pour réussir à ce poste. Je reçus sa critique comme un coup de poignard dans le ventre. Je me sentis horriblement blessée. C'était pire que tout. On peut changer son comportement, sa façon de faire, sa façon de parler, son attitude, sa posture, pas sa personnalité. Il y eut un silence pesant qu'il finit par briser. Écoutez, il vous reste 10 jours pour me convaincre. Ressaisissez-vous, changez ce qui doit l'être et surtout obtenez des résultats. Je vous souhaite sincèrement de réussir.